Bonjour Hélène Delacour. Bonjour Jean-Philippe Musoni. Hélène Delacour, vous êtes professeure agrégée des universités, Université de Lorraine. Vous êtes membre du laboratoire Céréphiges. Tout à fait. Hélène Delacour, avec Sébastien Liart, vous publiez à la NAFEA Créer et capturer la valeur à travers l'innovation. C'est dans l'ouvrage Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, coordonné par Thierry Burger-Hemchem, Caroline Hussler et Patrick Cohendet. Alors, dans la lecture de la NAFEA, précisément, une des premières nouveautés, c'est l'open innovation. C'est-à-dire de dire, en fait, on peut créer et capturer de la valeur en ouvrant les frontières de l'entreprise. Ça, c'est une nouveauté. Alors effectivement, il s'inspire en fait de l'open innovation tel que créé ou conceptualisé par Chesbrough. Et lui, ce qu'il va montrer, c'est cette idée qu'on ne s'intéresse pas qu'à l'entreprise focale, on va s'intéresser aussi à toutes ses relations extérieures, donc ses fournisseurs, ses partenaires, les clients et autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va montrer comment à travers l'open innovation, vous pouvez avoir une entreprise focale qui amène de l'innovation, une innovation plutôt disruptive ou plutôt technologique et qui amène de la rupture. Et ce faisant, en fait, cela peut l'empêcher quelque part de capturer de la valeur. Et donc pourquoi ce qu'il montre, c'est que en apportant cette innovation, elle détruit en fait de la valeur pour tous ses partenaires. Et quand elle se focalise uniquement sur elle, ce qu'elle apporte de nouveau, eh ben, elle oublie en fait quelque part son écosystème et la manière dont les autres vont être en mesure de l'aider à produire et à soutenir son innovation. Et parce que se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il faut que je fasse en interne, est-ce qu'il faut que j'attende que les autres sachent le faire, est-ce qu'il faut que j'externalise, quoi. Voilà, il y a plein de toutes ces questions-là qui se posent et que l'entreprise, quelque part, ne prend pas en compte. Et donc, lui, remet l'accent là-dessus. C'est vrai que on avait l'habitude de raisonner sur l'entreprise focale dans des effets de réseau comme ça. L'accent qu'il met, c'est ce qui handicape quelque part l'entreprise locale dans sa dynamique et dans son modèle. Alors, quand on bascule, enfin dans la suite de ces travaux, l'accent, c'est justement cette dimension dynamique, c'est mettre l'accent sur l'innovation et comment l'innovation interagit avec le business model. Mais effectivement, parce que... Ce qu'il appelle le business model innovation. Tout à fait, parce que sur le concept de business model, il n'est pas innovant, c'est quelque chose qui existait avant lui, mais lui, son apport, ça va être juste de proposer ce concept de business model innovation, c'est-à-dire dans cette génération et de capture de la valeur, de la manière dont on peut amener de la nouveauté. Et c'est là-dessus où il va se différencier. Alors, il met l'accent sur des dimensions nouvelles qu'avant, on ne voyait pas. Alors, il y a un très beau schéma que vous reprenez d'AFA. On articule proposition de valeur, segment de marché, modèle de croissance, modèle de revenu. Déjà, modèle de croissance, c'était quelque chose qui n'était pas intégré. Normalement, on le prenait de manière statique, le business model. Là, c'est comment ça irrigue une dynamique de croissance. Tout à fait. Effectivement, sur les 3 premiers piliers, il est classique par rapport au business model, mais lui, il intègre, comme vous le dites, la notion de modèle de croissance et il est surtout sur de la croissance à long terme. Dès le départ, en fait, il conçoit que de la soutenabilité de l'entreprise sur du long terme et de la performance sur le long terme et il l'intègre dès les bases ou les grands piliers du business model. Et il le complète, c'est le deuxième cercle du business model, alors là je cite pêle-mêle, longue traîne, effet de réseau, innovation disruptive, plateforme multicotée, actifs complémentaires et crowdsourcing. Donc là, qu'est-ce que cette dynamique d'ouverture change pour la question du business model ? Alors, il y a plusieurs dimensions sur lesquelles notamment le multicoté, évidemment, c'est très intéressant, le multicoté. Alors, le multicoté, effectivement, est intéressant. Déjà, la grande idée qu'il a au départ, c'est d'avoir un modèle un peu intégrateur et par rapport au business model, de vraiment prendre en compte cet environnement. Alors, lui, il va caractériser de manière assez simple cet environnement à travers les dimensions que vous venez de citer. Et avec toujours un aspect quand même très technologique et très Internet. Si on prend l'exemple des plateformes multicotées, c'est Google et compagnie. Vous avez d'un côté, on vend de la pub, et d'un côté, vous recherchez de l'information. Mais c'est toujours pareil, cette idée d'avoir en fait 2 types de clients et pour lesquels les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, la création de valeur n'est pas la même et la capture de valeur ne sera pas la même. De la même manière, il va s'intéresser, si on prend la longue traîne, au cas d'Amazon qui ne fait pas l'essentiel de ses ventes sur les best-sellers, mais sur en fait tous les fonds, quand on parle des livres, bien évidemment, qui ne se trouvent plus en librairie ou du moins dont les consommateurs n'ont plus assez facilement. Bien sûr. Alors, vous discutez de cet auteur dans l'ouvrage. Vous dites que finalement, il a d'abord été innovant
par l'assemblage et sa capacité d'assemblage et à se mettre dans les sujets qui comptent, qui portent. Et vous pointez quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est moins quelque part en stratégie au sens habituel, on l'entend habituellement, que sur l'impact sociétal. Et notamment, il est sur la santé. Voilà. Et il se pose des questions, comment les outils peuvent avoir un véritable impact sociétal. Est-ce que ça, c'est un tournant plus généralement de la recherche? Parce que c'est pas le signe d'un tournant de la recherche en termes de manière de poser les questions. Alors effectivement, on peut voir un parallèle avec la manière dont évolue la recherche, parce qu'il a commencé très classiquement sur des questions de performance, de soutenabilité, de business model, de stratégie ouverte, des choses assez classiques. Et après, alors je n'ai pas forcément les motivations qui l'ont amené à s'intéresser au système de santé. Peut-être que la crise ou la pandémie de Covid-19 a sûrement eu un impact sur l'évolution de ses réflexions, mais c'est vrai qu'il n'est plus que sur l'impact de l'entreprise, il est aussi sur l'impact sociétal et notamment sur ces dernières recherches qu'il essaye de mettre en évidence. Il sort du crowdsourcing, qui était aussi un de ses sujets de prédilection, pour arriver à sa notion de cross-disruptive et donc de montrer en fait comment les patients eux-mêmes voilà, peuvent être source de disruption. Et c'est l'inverse du crowdsourcing, vous faites appel à la foule. Lui, il montre comment la foule elle-même peut se saisir d'un problème et apporter des solutions, et notamment face aux manquements ou aux pénuries, aux difficultés, on va dire de manière plus large, du système social, du système de santé aux États-Unis. Ce qu'on a très bien vu à l'occasion des crises sanitaires, par exemple avec les masques, quand la foule elle-même produisait ses propres masques, voire on faisait appel à la foule pour les produire. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Donc Alan Afua, créer et capturer la valeur à travers l'innovation. C'est dans le 2e tome, là j'ai le 1er tome, c'est dans le 2e tome des grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité. Merci Hélène Delacour. Merci Jean-Philippe Denis.